Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise, la grande édition du journal en française avec à la présentation Jean Damascène Manichimwe. C'est une édition qui est largement consacrée, actualité oblige, à la 37e session du sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Le président de la République, Paul Kagame, qui a pris part aux travaux de ce sommet, a participé vendredi soir au mini-sommet des chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs, où il a été surtout question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, comme nous le dit dans ce récit suivant Kassim Youssouf. Sont revenus sur les causes profondes de l'insécurité dans cette région et les chefs d'État ont échangé sur les moyens véritables permettant de trouver une solution. Ce problème repose essentiellement sur la mauvaise gouvernance, la discrimination raciale et des actes de violence. Ce mini-sommet s'est tenu au siège de l'Union africaine sous la présidence du président de l'Angola, João Lourenço. D'autres chefs d'État qui y ont participé sont le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Il s'est déroulé au moment où la guerre entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyée par la coalition de certains pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, le Burundi, des groupes armés dont le groupe terroriste FDLR composé de personnes qui ont exécuté le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, et des mercenaires européens sont aux prises avec les combattants du M23 qui prend davantage de galons. C'est une guerre préoccupante quant au maintien de la stabilité de la région des Grands Lacs, comme l'a récemment indiqué le gouvernement du Rwanda devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le président de la République, Paul Kagame, est à Addis Abeba en Éthiopie, où il participe au 37e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine. Et comme à l'accoutumée, ce sommet de l'Union africaine connaît également des invités, à l'instar de l'Organisation internationale de la francophonie. Présente à Addis Abeba, la secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mushikiwabo, a participé au pré-lancement du thème de l'Union africaine pour l'année 2024 qui portera sur l'éducation. Il a eu l'occasion de rencontrer diverses personnalités, entre autres la présidente de l'Éthiopie, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine. Pour l'occasion, une soirée francophone autant que l'heure a été organisée à la veille de la session des chefs d'État à Addis Abeba. Comme chaque année, en marge du sommet de l'Union africaine, l'OIF célèbre et honore la richesse de la diversité culturelle de l'espace francophone. Cette troisième édition a mis en relief les Antilles à l'honneur avec la présence exceptionnelle de la célèbre chanteuse guadeloupéenne Tania Santval, précédée par une artiste francophone éthiopienne du nom de Johanna Saleh. Et avant de revenir longuement sur ce sommet qui a pris part à Addis Abeba, l'actualité au pays des Mille Collines, c'est surtout la fête du vélo, entendez par là le Tour du Rwanda, l'édition 2024 qui débute ce dimanche à Kigali. La province du Sud sera à la fête à l'occasion de la deuxième étape Muhanga-Kibero, une première dans l'histoire du district de Nyaruguru, un motif suffisant de joie et surtout de fierté pour la population locale. Suivez. Après la construction de la route Huye-Nyaruguru, les habitants du district de Nyaruguru sont heureux d'accueillir pour la première fois sur la Terre Sainte la course de vélo internationale Tour du Rwanda 2024. C'est la joie de pouvoir suivre de nos propres yeux les prouesses de nos enfants, des Rwandais, et il sera formidable s'il y a parmi eux ceux qui se placeront en tête du classement, d'autant que le tournoi se dispute chez eux. Nous sommes heureux que ce soit du progrès. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore vu ce tournoi et c'est donc pour nous la joie et l'allégresse. La direction du district de Nyaruguru dit qu'en plus de l'enthousiasme des habitants,
Le Tour du Rwanda est pour le district une bonne occasion de montrer les réalisations atteintes et exploiter positivement ce Tour du Rwanda. C'est vraiment appréciable, notamment du fait que c'est l'une des façons d'inaugurer les infrastructures, dont la route que Son Excellence, le président de la République, avait promis aux habitants du district de Nyaruguru, et qu'aujourd'hui la route est achevée et que nous allons l'inaugurer avec le Tour du Rwanda. C'est donc la joie et l'allégresse pour les habitants et c'est appréciable pour le secteur privé en termes de revenus qu'il gagnera, et tout cela grâce au bon leadership du pays. Le parcours de la deuxième étape du Tour du Rwanda Muhanga-Kibeho, long de 130 km, sera disputé ce lundi. Les coureurs vont passer par la route Huye à Kanyaru, Nyaruguru, Kibeho. Et à présent, notre entretien de la semaine. La 37e session du sommet de l'Union africaine se tient à Addis Abeba, en Éthiopie. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau de journalistes expérimentés, Adeline Umutoni de Kivu Presse. Bienvenue Adeline. Bienvenue, merci. Et merci beaucoup. Surtout d'être avec nous. Merci beaucoup. Avec nous également, Seyene Ruvugiro Emmanuel. Vous travaillez pour Justice Info et vous êtes également membre de l'organisation Pax Press. Merci d'être avec nous, Seyene. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je vous propose d'abord un petit extrait de l'allocution du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à l'ouverture des travaux de ce sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba. Chez nous, en Afrique, le terrorisme déstructure certains de nos États en inversant les priorités par la multiplication des dépenses militaires exorbitantes aux dépens des secteurs sociaux vitaux, tout en ouvrant la voie aux discours populistes trompeurs. La Libye reste divisée et livrée à toutes sortes d'ingérences extérieures, a souvent leurs insatiables appétits. Le Soudan, meurtri, déchiré, profondément piétiné par ses élites, s'enfonce dans le chaos et les appels de son peuple pour la paix, la justice reste ignorée. Les Grands Lacs multiplient les signes d'aggravation de leur sempiternelle crise, nourrie des problématiques irrésolues à l'est de la République démocratique du Congo. L'Afrique ne saurait baisser les bras et ne pas s'atteler à la promotion d'une vraie paix dans cette région. Le Sahel inquiète au plus haut point pour les vides qui s'y installent dangereusement depuis le retrait de la mission des Nations Unies, la dénonciation de l'accord d'Alger et le retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO. La réforme institutionnelle avance avec succès en dépit des insuffisances que nous sommes appelés à bien identifier et à traiter avec lucidité. C'est pour moi l'occasion de remercier le président Paul Kagame qui a mené cette œuvre avec la rigueur qu'on lui connaît et assurer le président Manuel Ruto qui vient de lui succéder de tout notre soutien pour parachever cette œuvre utile et nécessaire, je dirais même indispensable pour notre organisation. Et voilà donc Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, qui a dressé le tableau des défis sécuritaires sur le continent. À nos deux invités, pensez-vous que le sommet peut tracer les voies vers la solution à ces défis? Pour commencer avec vous, Adeline. Ça, c'est pas, moi, je dirais que ce n'est pas la première fois qu'une telle réunion se passe, un tel sommet se passe. Donc, on s'attend, on espère toujours trouver une solution pour notre cher continent. Mais je ne crois pas s'ils n'évoquent pas la profondeur des questions et déraciner ces questions
et trouver une solution durable. Je ne crois pas que ça va aboutir à une solution qui va mener à la paix de ce continent. Et vous, Séné, vous êtes optimiste quant à la possibilité pour l'Union africaine de surmonter ces défis? Non, non, pas du tout. Comme ma consoeur, je crois qu'il faut d'abord s'attaquer à la racine. Et la racine, il y a toujours ce que l'on dit et le non-dit. Il y a des sous-bassements que les chefs d'État ne s'avouent pas. Parce que j'imagine que derrière tout ça, il y a des acteurs invisibles, du nord au sud, dans la région des Grands Lacs, au nord, il y a des conflits. Il faut se demander pourquoi. Et le sommet ne dispose pas aujourd'hui de baguette magique pour essayer de donner un remède durable à ces trucs qui durent depuis longtemps. Ça, vraiment, je n'y crois pas un mot. Et justement, les défis de sécurité sont multiples sur le continent, mais parlons plus précisément ici, tout près de chez nous, dans la région des Grands Lacs. Adeline, vous avez suivi le déroulement de ce conflit depuis des années. Pensez-vous que ce problème est vraiment bien compris comme cela se doit? Attends, moi je commencerai d'abord par dire quelle est la cause profonde de ce conflit. C'est un conflit tout d'abord qui est basé sur les terres. C'est un conflit, donc, deuxièmement, qui est basé sur l'ethnie. Donc, un conflit qui est mené même par les leaders qui devraient chercher la solution. Est-ce que ça va trouver une solution si ça ne commence pas par les leaders eux-mêmes qui font la propagande de l'ethnicité, la propagande de la haine, qui incite la population à s'entretuer? Est-ce que ça va trouver une solution? Je te lancerai la question toi-même. Est-ce que ça va trouver une solution? Parce que c'est vraiment une question qu'on doit analyser depuis la profondeur, quand j'ai commencé à dire ça dès le début. Donc, si on ne fait pas ça, je ne vois vraiment pas aucune solution. Regardez maintenant, ça a pris l'ampleur de la région. Ça a commencé par être un conflit juste d'un pays, la RDC. Ça prend l'ampleur et ça évolue vers le Burundi. Ça évolue jusqu'en Afrique du Sud. Ça évolue jusqu'en Tanzanie. Qu'est-ce que ça va donner si ces leaders ne s'assoient pas ensemble et commencent à trouver une solution depuis la racine du conflit lui-même? Et moi, j'évoque toujours la communauté internationale, même si je n'y crois pas, parce que je ne crois pas que ça va trouver une solution. Mais le problème a commencé par là, par la division de ces terres. Ils ont sémé une confusion entre cette population. Donc, ils devraient se lever et déraciner cette confusion afin qu'on puisse nous-mêmes trouver les solutions de nos propres problèmes. Et justement, comme vous l'évoquez, il y a un peuple qui revendique ses droits. Et malheureusement, on assiste ces derniers temps à une vaste campagne de propagation des discours de haine qui visent surtout ces populations d'expression Kinyarwanda. Et finalement, comment est-ce qu'on va arriver à trouver une solution alors que les autorités congolaises, pour le moment, s'obstinent, ne veulent plus entendre parler de ces populations? Ils ont du mal à reconnaître même la citoyenneté à ces populations. Finalement, qu'est-ce qu'on va... Comment on va trouver une issue à ce problème? Moi, je commence toujours par parler aux gens qui étaient dans la conférence de Berlin il y a 140 ans. Ces gens n'existent pas, mais il y a des documents quand même. Il y a des documents qui peuvent parler de la façon dont on a divisé la terre, comme si c'était un pain étalé sur la table. Donc, les gens avaient des couteaux et étaient en train de couper le pain et se partageaient le pain entre eux. Donc, et maintenant, sans tenir compte des réalités sur terre. Sans tenir compte des habitants de ces terres. Sans tenir compte de ces miettes qui vont tomber de ce pain. Où appartiennent ces miettes? Moi, je pense que ces miettes devraient avoir une partie d'où ils viennent, quoi. Hein? Donc, et si les gens ne se lèvent pas et donnent la documentation de tout ce qui s'est passé dans la conférence de Berlin, ça va toujours résider. Le problème reste là. Et deuxièmement,
si nous, en tant qu'Africains, nous ne prenons pas conscience de ce qui se passe entre nous, de la division qui se passe entre nous et de la méfiance que les gens nous octroient, parce que si les gens ne se méfiaient pas vraiment de nous, ils allaient nous dire la vérité de ce qui se passe sur notre cher continent, je dirais. Parce que ça ne se passe pas juste en RDC, c'est partout. Oui. C'est juste qu'en RDC, ça a explodé, mais partout, il y a ce genre de problème. Partout où il y a eu la colonisation, il y a ce genre de problème. Mais est-ce qu'on va en rester là ou bien en tant qu'Africains, on va s'asseoir ensemble et comprendre? Et d'ailleurs, donc, il y a eu des conférences, il y a eu des accords. Et qui malheureusement Tshisekedi lui-même, le président, permettez-moi de l'évoquer, le président lui-même, il sait qu'il a signé sur ces accords, il sait que ces gens sont des Congolais, il sait que ces terres sont à eux, et il sait que donc, les gens qui ont sémé cette haine et cette division entre la population sont de provenance rwandaise. Ils ont commis un génocide au Rwanda, ils ont fui, ils ont divisé la population, ils ont tué, massacré, violé et tout ça. Donc, et cela se passe devant les yeux, sous le nez de la communauté internationale. Personne n'en parle. Ce n'est pas juste la guerre qui est dans l'Occident et ce n'est pas juste la guerre qui est en Israël qui compte. C'est aussi la guerre qui se trouve en Afrique et la guerre qui trouve la racine dans ce qu'ils ont fait avant. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Donc c'est à nous de se lever et de régler le problème. Oui, et justement, Adeline, vous faites allusion à ces crimes qui sont malheureusement commis en RDC et on passe sous silence et personne n'en parle. Et à vous, CNE qui suivez, vous avez couvert les procès à l'ancien tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, et vous suivez aussi la justice internationale. Qu'en est-il de cette justice-là face à ces crimes qui sont commis en RDC, qui visent surtout ces populations d'expression Kinyarwanda? Je crois que j'ai toujours pensé que cette justice internationale qui a pris la forme du TPIR pour juger ceux qui ont perpétré le génocide contre le Rwanda. Contre les Tutsis au Rwanda. Pardon, contre les Tutsis au Rwanda. Il fallait tout d'abord, comme vous le dites, Adeline, aller à la racine même. Parce que 1994, c'est le point culminant d'une idéologie qui a été longtemps enseignée depuis les années 80 avec le régime Habyarimana, qui s'exporte vers... Et même bien avant, parce que... Oui, je sais, mais de façon plus probante et beaucoup avec des exemples à l'appui. Par exemple, Habyarimana, arrivé au pouvoir, il encourage des éléments Hutus de Gisenyi et de Ruhengeri pour aller occuper les terres au Nord Kivu. C'est là la naissance du Maghrevi. Et juste avant le génocide ici, en avril, juillet 1994, 1993, il y a le génocide au Nord Kivu. Qui perpètre ça? Ce sont des éléments qui sont partis du Rwanda et qui ont tout avalé de l'idéologie du génocide, avec le soubassement, avec le fameux mythe du Nilo hamitique opposé à Bantou. Et pourquoi le TPIR s'est attaqué, j'allais dire, au crime seulement, sans aller jusqu'à la racine, et ne pas aujourd'hui essayer de faire en sorte qu'ils préviennent ce qui se passe maintenant en RDC, qui est un génocide qui est en train de se perpétrer. Et en réalité, la communauté internationale observe. Qu'est-ce qu'on a pu voir avec le TPIR? On a pu voir que cette justice, quand elle s'est mise en place, les gens se sont demandé pourquoi
est-ce que ce tribunal se met à Arusha et non tout près des victimes, loin des victimes? Oui. Là, déjà, c'était une erreur. Et une autre erreur qui, pour moi, justifie le silence que l'on observe aujourd'hui, c'est que ceux-là même qui ont été victimes, les rescapés, n'ont pas eu de place dans les procès qui ont eu lieu à Arusha. Oui. Comment? Ils n'étaient pas représentés, ils n'étaient pas là au procès comme partie civile. Et puis, un procès au bout duquel il n'y a pas de réparation. Pour moi, ce n'est pas un procès équitable. Et ajouter à cela les éléments que je viens de donner, ça montre qu'en réalité, la justice, quand elle a été mise en place pour juger le génocide contre les Tutsis, c'était pour les bourreaux et pas pour les victimes. Pourquoi pour les bourreaux? Regardez. Vous avez sans doute entendu parler du partage des honoraires au TPIR. Le partage des honoraires entre les avocats et leurs clients. Oui. Et on voit un certain avocat qui est démis dans le procès de Nzirorera, qui a reconnu lui-même avoir donné de ses honoraires à M. Nzirorera, qui malheureusement est décédé avant que son procès arrive au terme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces honoraires, la part donnée aux clients, aux génocidaires, c'est la part qui a servi à recruter des témoins de la défense pour aller balancer des mensonges là, des gens qui devaient assassiner des victimes et des témoins du génocide ici. Oui. Et voilà, ajouter à cela, ça c'est une grave lacune, ajouter à cela par exemple ce qui s'est passé avec Théodore Meron. Vous l'avez entendu, avec ces histoires de dédouaner les génocidaires. Oui, avec la libération des avec la libération anticipée, avec des procès, j'allais dire sommaires. Mbagosora, dans le procès, tout le monde s'attend à ce que celui-là qui s'est programmé être venu au Rwanda pour prononcer l'apocalypse. Ah oui. L'apocalypse. Au mépris des accords d'Arusha. Et voilà, on s'attendait à ce que la programmation ou la planification du génocide avec Bagosora. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On passe tout juste au-dessus et de la perpétuité qui a été prononcée contre Bagosora, le type s'arrange pour lui faire 35 ans. Oui. Et tout dernièrement, il était éligible à être libéré. à une liberté. Donc, si je vous comprends très bien, c'est ce à quoi nous observons, nous assistons aujourd'hui, c'est comme une continuité de ce qui a déjà commencé depuis longtemps. C'est une continuité de ce qui se passe, parce que cette justice internationale, c'est une justice qui est gérée par des acteurs invisibles. Il y a un tribunal qui est là, il y a des acteurs invisibles, représentés aujourd'hui par un certain Jean-Pierre Lacroix, qui est maintenant présent au Congo, derrière tout ce qui se passe. Il y a des acteurs invisibles qui étaient derrière Théodore Meron. Parce que imaginez-vous que la justice internationale, cette fameuse justice internationale qui table sur les jurisprudences, si dans un conflit, il y a un génocide, au cours d'un conflit, les gens s'arrangent, ils perpètrent un génocide. Et imaginez-vous, avec la jurisprudence qui devait venir des procès contre Bagosora et consorts, qu'est-ce qui allait se passer pour l'Afghanistan avec les États-Unis? Qu'est-ce qui se passerait avec Israël et la Palestine? Vous voyez, il y a toujours des gens qui se cachent derrière. Non, mais au moins, eux, ils ont une aide internationale qui sont là, donc qui essayent de collecter de l'aide, mais ces gens qui arrivent ici au Rwanda, ils sont oubliés. Qui arrivent de part et d'autre dans les pays africains, qui arrivent, qui sont enregistrés par UNHCR,
le HCR. Oui. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu fuis? Je fuis la guerre. Tu es qui? Mon identité, je suis congolais. Donc, tu es né où? Donc, ils ont des données de ces gens. Ils savent qui ils sont. Ça, c'est la communauté internationale. Qui ne dit rien Qui devant accueille cette ces vague gens de réfugiés. dans ces pays de refuge, qui leur donne les affaires de base, les habits, les tentes, Oui, les la besoins nourriture, les besoins alimentaires. Hein? Ouais. Mais à la fin, qui se taisent et qui continuent à suivre la cadence de M. Tshisekedi, qui dit « ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais ». Alors qu'eux, ils savent tel nombre est arrivé ici fuyant du Congo vers le Rwanda. Tel nombre est arrivé ici fuyant du Congo vers l'Ouganda, vers l'Amérique, vers l'Europe. Donc, ils savent, ils sont au courant de ce nombre des Congolais parlant Kinyarwanda. D'ailleurs, moi j'ai assisté à ça. Ils cherchent même des interprètes parmi les Rwandais pour pouvoir... Pour les aider à comprendre. Pour les aider à comprendre pourquoi ils sont en train de fuir et qui ils sont. Donc, ils savent qu'ils parlent Kinyarwanda, mais ils viennent du Congo. Ils n'en font rien. Ils n'agissent même pas. Oui. Dans 30 secondes, Adeline, qu'est-ce qu'il faut faire finalement comme solution à ce problème? Qu'est-ce qu'il faut pour les autorités congolaises et pour cette communauté internationale? Il faut que l'Afrique se lève et qu'ils suivent la cadence de dire « moi, je dois régler mon problème. Mon propre problème doit être réglé par moi-même, pas par quelqu'un d'autre. » Oui. Un mot également, vous Emmanuel, qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir avec ces conflits dans les humains qui ne se terminent jamais? Je crois qu'effectivement, comme le dit Adeline, que la solution se trouve ici. En Afrique. En Afrique. Pourquoi les Africains eux-mêmes ont adhéré à cette idéologie? Pourquoi le problème bantou, machin, machin? Pourquoi, alors que, comme vous le dites, ils ont assisté, ils sont au courant de ce qui s'est passé à Berlin, ils sont au courant de ce que, en RDC, il y a des rwandophones hein, qui parlent Kinyarwanda, mais qui sont congolais. Ils savent tout ça. Ils s'en Alors, foutent, hein. C'était aux Africains eux-mêmes de s'asseoir ensemble et de dire qu'est-ce que nous voulons. Il faut que nous disions non à tout ce qui nous sépare. Merci. Oui, merci en tout cas pour votre éclairage. Merci à vous, Adeline Moutoni. Je rappelle que vous travaillez avec Kivu Presse. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Également à vous, CNR Ruvugiro Emmanuel. Vous travaillez avec Justice Info. Merci également pour cet éclairage. Merci, le plaisir. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous allons boucler cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine en compagnie de la télévision rwandaise.